Hamish Macbeth, le goût amer du thé. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Les Dossiers Beaton. Ce soir, nous retournons dans les Highlands, là où le brouillard dissimule autant les sommets des montagnes que les secrets des villageois, pour une affaire où une simple tasse de thé se révèle bien plus dangereuse qu'il n'y paraît. Alors, avant de vous installer confortablement, pensez à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner, mais seulement si mon contenu vous plaît. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. À présent, éteignez les lumières, mettez éventuellement un léger bruit de fond, comme le crépitement d'un feu ou le souffle du vent, et que le mystère commence ce soir. Chapitre 1. Une infusion mortelle. L'été dans les Highlands écossais est une créature capricieuse, un être indécis qui ne sait jamais s'il doit offrir la chaleur d'un soleil radieux ou la mélancolie d'une pluie battante. Ce matin-là, à Lochdoubr, le ciel avait opté pour un compromis grisâtre, une brume basse qui léchait les toits d'ardoise et perlait sur les vitres du petit poste de police et de la maison adjacente. Hamish Macbeth, l'agent de police local, grand, roux et dégingandé, observait ce spectacle monotone par la fenêtre de sa cuisine. Il tenait une tasse de café fumant entre ses mains, savourant cet instant de paix précaire avant que la journée ne commence véritablement. À ses pieds, Lugs, son chien bâtard aux yeux implorants, donnait de petits coups de museau contre sa jambe, quémandant une part de pain grillé beurré. « Tu as déjà mangé, mon vieux ?» murmura Hamish d'une voix douce, traînante, typique des gens du coin. « Si tu continues à grossir, tu ne rentreras plus dans la voiture de patrouille. » Lugs émit un soupir théâtral et se laissa tomber lourdement sur le linoléum, posant sa tête sur ses pattes avant avec une expression de martyr. Sur le rebord de la fenêtre, Sansi, la chatte sauvage que Hamish avait apprivoisée, ou peu, était-ce l'inverse, observait la scène avec un mépris royal. Ses yeux jaunes fixaient le chien avec une intensité qui semblait dire que, dans la hiérarchie de cette maison, le canidé se situait quelque part entre le paillasson et la gamelle vide. Hamish sourit. C'était son monde. Un monde simple, loin des ambitions de la ville et des procédures complexes de Strathbain. Il aimait ces matins calmes. Il aimait l'odeur de tourbe et de café. Il aimait même, d'une certaine façon, l'isolement de ce village du bout du monde. Pourtant, une inquiétude sourde le taraudait. La veille s'était tenu le Grand Thé des Anciens, l'événement social de la saison pour les plus de 70 ans, organisé dans le jardin impeccable de Miss Beatrice Hume. Béatrice était une institution à Lochdoubr, une ancienne infirmière à la retraite dont la langue était aussi tranchante qu'un bistouri et dont les jugements moraux tombaient comme des couperets sur quiconque osait dévier du droit chemin. Le téléphone sonna, brisant le silence confortable de la cuisine. Sansi feula brièvement, agacé par l'intrusion sonore, et sauta du rebord de la fenêtre pour disparaître dans le salon. Lugs releva la tête, les oreilles dressées, sentant le changement d'atmosphère. Hamish décrocha, le combiné fixé au mur. Police de Lochdoubr, Macbeth à l'appareil. « Hamish, c'est Helen Murray. Il faut que vous veniez. C'est... Oh mon Dieu, c'est Béatrice. » La voix d'Hélène tremblait, au bord de l'hystérie. Helen Murray était l'aide à domicile de Beatrice Hume, une femme douce et effacée, usée par des années de service auprès d'une patronne tyrannique. « Calmez-vous, Hélène, » dit Hamish, sa voix prenant immédiatement un ton apaisant et autoritaire. « Que se passe-t-il? Elle a fait un malaise ?»« Elle ne bouge pas, Hamish. Elle est dans le jardin. Elle est froide. Je crois qu'elle est morte. » Hamish sentit un poids familier s'installer dans son estomac. Le poids des ennuis, le poids de la faim, de la tranquillité. « J'arrive tout de suite. »« Ne touchez à rien, Hélène. Absolument à rien. » Il raccrocha et attrapa sa casquette. « Désolé, Lugs. Pas de promenade ce matin, lança-t-il au chien qui remuait déjà la queue. Il sortit sous la bruine et grimpa dans la Land Rover de la police. Le moteur tout sauta avant de rugir. Et il s'engagea sur la route principale qui longeait le Loch noir et immobile, direction le cottage de Miss Hume, situé un peu à l'écart du village, sur une petite colline surplombant l'eau. En arrivant devant la barrière en fer forgée de la propriété, Hamish nota immédiatement la présence de deux silhouettes familières. Nessie et Jessie Curry, les sœurs jumelles et commères officielles de Lochdoubr BF, rôdaient déjà près de l'entrée, leurs imperméables identiques luisant sous la pluie fine. Elles ressemblaient à deux oiseaux de mauvais augure attendant des miettes. « Bonjour, Hamish » pépia Nessie en s'approchant de la vitre baissée. « On a entendu crier. C'est la pauvre Hélène ? Qu'est-ce qui se passe chez la vieille Béatrice ?»
renchérit Jessie, ses yeux pétillants d'une curiosité morbide. Elle a enfin avalé son dentier de travers. « Mesdames, s'il vous plaît, reculez », ordonna Hamish sans animosité mais avec fermeté. « C'est une affaire de police. » Il gara le véhicule et entra dans le jardin. C'était un endroit d'une symétrie presque militaire. Les rosiers étaient taillés au millimètre, les allées de gravier ne comportaient aucune mauvaise herbe. Au centre de cette perfection rigide, sous la tonnelle qui avait abrité les festivités de la veille, Béatrice Hume était assise dans son grand fauteuil en osier. Elle avait la tête penchée sur sa poitrine, comme si elle s'était assoupie. Mais la pâleur cireuse de sa peau et l'immobilité absolue de son corps ne laissaient aucun doute. Helen Murray se tenait à quelques pas, se tordant les mains, le visage ravagé par les larmes. « Je suis arrivée comme d'habitude à 8 heures, hoqueta-t-elle. Elle était là. Elle a dû rester là toute la nuit. » Hamish s'approcha du corps avec précaution. Béatrice portait encore sa tenue du dimanche, un tailleur en tweed sévère. À ses pieds, sur les dalles de pierre, une tasse en porcelaine fine gisait renversée. Une petite flaque brunâtre s'était étalée et avait séché. Hamish s'accroupit, ses longs genoux craquant légèrement. Il ne toucha pas à la tasse, mais il se pencha pour renifler. Il s'attendait à l'odeur classique du thé Earl Grey que Béatrice affectionnait. Au lieu de cela, une odeur âcre, médicinale, presque écœurante, lui parvint aux narines. Cela sentait les herbes fortes, l'amertume concentrée. Ses yeux se posèrent ensuite sur un détail infime. Une petite cuillère en argent. Elle n'était pas tombée avec la tasse. Elle était posée sur la petite table en fer forgée à côté du fauteuil, mais elle était placée de manière étrange, le manche tourné vers l'extérieur, comme si quelqu'un l'avait reposée là à la hâte, ou comme si ce n'était pas Béatrice qui l'avait utilisée. Béatrice Hume, maniaque de l'étiquette, n'aurait jamais posé une cuillère de travers. Hamish se releva lentement, toisant le jardin silencieux. Le vent fit bruisser les feuilles des bouleaux, et pour un bref instant, il eut l'impression que le jardin lui-même retenait son souffle. Ce n'était pas une mort naturelle. Son instinct de Highlander, ce sixième sens qui l'avait sorti de tant de mauvais pas, hurlait en lui. La posture, la tasse, l'odeur, la cuillère, tout sonnait faux. Il se tourna vers Hélène qui pleurait doucement dans son mouchoir. « Hélène ?» demanda-t-il doucement. « Qui était ici hier soir, après le thé ?»« Je ne sais pas, Hamish. Je suis parti à 10 à 8 heures, après avoir fait la vaisselle. Tout le monde était parti. Elle était seule. » Hamish soupira. Il regarda par-dessus la haie. Il savait que les jumelles Curie étaient toujours là, à tendre l'oreille. Bientôt, tout le village saurait que Béatrice Hume était morte, et les rumeurs allaient se répandre plus vite que le feu dans la bruyère sèche. Il allait devoir appeler Strathbane. Il allait devoir appeler l'inspecteur-chef Blair. Et avec Blair viendrait le bruit, la fureur, l'incompétence et les menaces de fermeture du poste de Loch du Beige. Hamish Macbeth remit sa casquette en place, une expression de résignation fataliste sur le visage. La saison du thé était terminée. Celle des ennuis ne faisait que commencer. Chapitre 2. L'invasion de Strathbane. Le calme relatif qui régnait sur la colline fut brutalement rompu 1 heure plus tard. Le silence respectueux de la mort n'avait aucune chance face à l'arrivée tonitruante de la police criminelle de Strathbane. Une berline noire, conduite avec une agressivité inutile, dérapa sur les graviers de l'allée, manquant d'écraser un massif de bégonias primés. La portière s'ouvrit violemment et l'inspecteur-chef Walter Blair s'extirpa du véhicule. C'était un homme petit et corpulent, dont le visage rougeau témoignait d'une tension artérielle inquiétante et d'une affection immodérée pour le whisky bon marché. Il ajusta son veston, qui boudinait sa taille épaisse, et marcha vers Hamish d'un pas lourd et conquérant. Derrière lui, l'inspecteur Jimmy Anderson, son adjoint longiligne et perpétuellement fatigué, suivait avec l'air de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs, de préférence dans un lit. Alors Macbeth aboya Blair sans préambule. « Encore en train de rêvasser au-dessus d'un cadavre ? Vous n'avez même pas couvert le corps. C'est indécent. » Hamish retira sa casquette et adopta son expression la plus neutre, celle qui donnait l'impression qu'il était légèrement simple d'esprit. C'était une tactique éprouvée. Plus Blair le pensait stupide, moins il se méfiait. « Je ne voulais pas altérer la scène, monsieur, » répondit Hamish d'une voix traînante. « Et le médecin légiste n'est pas encore là. » Blair grogna et s'approcha du fauteuil en osier. Il jeta un coup d'œil rapide, presque dédaigneux, à la dépouille de Béatrice Hume. Une odeur forte de pastilles à la menthe émanait de lui,
Une tentative maladroite de dissimuler les vapeurs d'alcool de son petit déjeuner liquide. Une vieille dame qui claque dans son jardin fit Blair en reniflant bruyamment. Crise cardiaque, c'est évident. Regardez cet âge. Le cœur a lâché, pouf, terminé. Pourquoi m'avoir fait déplacer pour ça, Macbeth? Vous êtes incapable de remplir un certificat de décès accidentel? Il y a la tasse, monsieur, suggéra doucement Hamish. Quoi, la tasse? Elle a une odeur curieuse, pas vraiment du thé. Et la cuillère est posée à l'envers. Miss Hume était très pointilleuse sur les manières de table. Blair éclata d'un rire gras et méprisant qui fit s'envoler 2 merles perchés sur la haie voisine. La cuillère, vous m'entendez ça, Anderson? Le grand détective des Highlands a résolu l'affaire grâce à une cuillère mal posée. Elle a fait un malaise, elle a lâché sa tasse, et voilà. Ne cherchez pas midi à 14h pour justifier votre salaire, Macbeth. Pendant que Blair postillonnait ses ordres, Jimmy Anderson s'approcha discrètement de Hamish. Les 2 hommes partageaient une camaraderie tacite, née de nombreuses années à supporter les humeurs de leur chef. « Il est de mauvaise humeur », murmura Anderson. « La machine à café du commissariat est en panne. Tu penses vraiment qu'il y a quelque chose de louche, Hamish ?» Sans la tasse, Jimmy chuchota Hamish en retour. Ça sent l'aconie. Ou peut être la digitale. C'est trop amer pour être juste une tisane de santé. Anderson fronça les sourcils mais se garda bien d'intervenir alors que Blair revenait vers eux, s'essuyant le front avec un mouchoir douteux. Bon, on embarque le corps. L'ambulance est en route. Je classe ça en mort naturelle en attendant l'autopsie, mais ne vous attendez pas à ce que je perde mon temps ici. J'ai de vrais criminels à attraper à Stratbane. Macbeth, vous faites le rapport préliminaire et vous ne touchez à rien d'autre. Est-ce que c'est clair? Cristal, monsieur, répondit Hamish docilement. Blair remonta dans sa voiture, claqua la portière et ordonna à Anderson de prendre le volant. Le véhicule repartit aussi vite qu'il était venu, laissant derrière lui un nuage de poussière et une impression de chaos mal contenu. Hamish resta seul un instant, contemplant la scène. Il savait pertinemment que l'autopsie révélerait le poison, mais d'ici là, Blair aurait perdu un temps précieux. C'était donc à lui, comme d'habitude, de faire le travail sans en avoir l'air. Pendant ce temps, au village, la nouvelle s'était propagée avec une efficacité qui aurait fait pâlir d'envie les réseaux de télécommunications modernes. Le relais principal de cette information se trouvait devant l'épicerie de M. Patel. Nessie et Jessie Curry tenaient audience. Elles avaient quitté leur poste d'observation près de la maison de Béatrice pour venir livrer la primeur de l'information, encore toute chaude, aux autres habitants. « Morte, je vous dis !» s'exclama Nessie, ses yeux ronds brillants d'une excitation macabre, raide comme un piquet dans son beau jardin. « Et la police de Stratbane est venue », ajouta Jessie, complétant la phrase de sa sœur comme elle le faisait toujours. Ce gros Blair hurlait comme un cochon qu'on égorge. Ça ne doit pas être naturel. Une petite foule s'était formée. On y voyait Angela Brody, la femme du docteur, qui serrait son cabas contre elle avec une expression inquiète, et le vieux Angus MacDonald, qui hochait la tête en marmonnant des prophéties incompréhensibles. « C'est sûrement le cœur », tenta de raisonner Angela. À son âge, le cœur? Pff, coupa Nessie. Béatrice Hume avait un cœur de pierre. Les pierres ne s'arrêtent pas de battre. Non, il y a autre chose. On a vu Helen Murray sortir en pleurs, renchérit Jessie. Et vous savez comment Béatrice la traitait? Comme une moins que rien. Peut être que le verre a fini par se retourner contre l'oiseau. Les regards s'échangèrent, lourds de sous-entendus. À Loch Dubabe, accuser son voisin était un passe-temps presque aussi populaire que la pêche à la truite. La graine du soupçon était plantée. De retour sur la colline, Hamish vit enfin les ambulanciers emporter le corps. Une fois seul, il ne remonta pas tout de suite dans sa voiture. Il fit le tour de la maison. Il vérifia la porte arrière. Elle était déverrouillée. Dans la cuisine, tout était en ordre, sauf une boîte en fer blanc sur l'étagère à thé, dont le couvercle était mal refermé. Il l'ouvrit et huma le contenu. Un mélange d'herbes sèches. L'odeur était la même que celle de la tasse. Quelqu'un avait préparé ce mélange. Quelqu'un qui savait que Béatrice, obsédée par sa santé, buvait une tisane spéciale tous les soirs. Hamish soupira, remit sa casquette et siffla Lugs qui attendait patiemment dans la Land Rover. Il allait devoir rendre visite à Helen Murray. Et ensuite, il faudrait aller voir Ronald Spence, le conseiller municipal, et Maureen Calder, la pâtissière ratée. Blair pouvait bien croire à une crise cardiaque. Hamish, lui, savait qu'il y avait un meurtrier à Loch Dube, et que ce meurtrier pensait avoir commis le crime parfait. Mais, comme le disait souvent Hamish à son chien, on ne trompe pas un trompeur.
Et on ne sert pas du thé empoisonné dans le village d'un Highlander sans en payer le prix. Chapitre 3. Une conscience intranquille. La petite maison d'Alan Murray se trouvait à l'extrémité opposée du village, nichée dans un creux de vallée où la brume semblait s'accrocher plus longtemps qu'ailleurs. C'était un cottage modeste, aux murs chaulés qui commençaient à s'écailler, entouré d'un jardin sauvage qui contrastait violemment avec la rigidité militaire des parterres de la défunte Beatrice Hume. Hamish gara la Land Rover sur le bas-côté herbeux. Luggs, sentant une opportunité de socialisation et être de nourriture, se redressa sur le siège passager, la queue battant la mesure contre le dossier en cuir usé. « Reste calme, mon vieux, » dit Hamish en sortant. Hélène est déjà assez bouleversée sans avoir besoin d'un chien qui lui saute dessus avec des pattes boueuses. Il frappa à la porte peinte en bleu délavé. Quelques secondes s'écoulèrent, ponctuées par le bruit de pas traînants à l'intérieur. Lorsque la porte s'ouvrit, Hélène apparut, le visage bouffi et les yeux rougis. Elle tenait un torchon humide à la main, qu'elle tordait nerveusement comme si elle essayait d'en extraire de l'eau invisible. « Oh, Hamish !» souffla-t-elle d'une voix étranglée. « Je savais que vous viendriez. Entrez, je vous en prie. » L'intérieur était sombre mais chaleureux, encombré de bibelots et de napperons en crochet. Une odeur de pain grillé et de lessive flottait dans l'air. Une odeur de normalité qui jurait avec la tragédie de la matinée. Hamish retira sa casquette, révélant sa chevelure rousse en bataille, et s'assit à la table de la cuisine sans attendre d'y être invité. C'était une de ses techniques, s'installer comme un meuble familier pour encourager la confidence. « Je vais vous faire du thé », dit Hélène par réflexe, se tournant vers la bouilloire. « Volontiers, Hélène. Avec de sucre, s'il vous plaît. Et peut être un de ces biscuits à l'avoine que je vois sur le comptoir, si ce n'est pas trop demandé. Je n'ai pas eu le temps de déjeuner. » Elle lui tendit l'assiette avec un faible sourire. Voir Hamish manger avait toujours quelque chose de rassurant pour les habitants de Loch Dubh. C'était la preuve que la vie continuait. « L'inspecteur Blair pense que c'est une crise cardiaque », commença Hamish en croquant dans le biscuit. Hélène se figea, la théière en suspens. « Vraiment ? Oh, Dieu merci. Je craignais qu'on pense que c'était ma faute. »« Pourquoi penserait-on cela ?» demanda Hamish doucement, ses yeux noisettes fixés sur elle avec une fausse nonchalance. Hélène s'assit en face de lui, ses mains tremblant autour de sa tasse. « Parce que je la détestais, Hamish. Que Dieu me pardonne, je la détestais. Hier encore, elle m'a traité d'incapable parce qu'il y avait une trace de doigt sur le miroir de l'entrée. Elle a dit qu'elle allait me renvoyer sans lettre de recommandation. À mon âge, qui m'embaucherait sans référence ?» Elle éclata en sanglots silencieux. Hamish attendit, respectant son chagrin et sa peur. Il savait que Beatrice Hume était une tyran domestique. Il savait aussi que le désespoir pouvait pousser les gens les plus doux à des actes terribles. « Vous lui avez préparé sa tisane hier soir ?» demanda-t-il lorsque les pleurs se calmèrent. « Oui, comme tous les soirs. Son mélange spécial pour la digestion. Je l'ai posé sur la table du jardin, avec la petite cuillère en argent, celle avec le blason. Je suis parti juste après. Il était 10 à 8 heures, passé de quelques minutes. Et la boîte à thé ? Le mélange d'herbes ? Elle le gardait dans le placard du haut. Elle faisait ses mélanges elle-même. Elle disait que les pharmaciens étaient des escrocs. » Hamish termina son biscuit et balaya les miettes du bout du doigt. « Est-ce que quelqu'un d'autre est venu voir Béatrice hier ?» Hélène renifla et réfléchit un instant, fronçant les sourcils. « Oui, Monsieur Spence. Ronald Spence, le conseiller municipal. Il est arrivé vers 6 heures. Je les ai entendus se disputer dans le salon. »« Se disputer ? À quel sujet ?» ?»« Je n'ai pas tout entendu, j'étais dans la cuisine avec l'aspirateur. Mais Béatrice a crié quelque chose comme « Je ne vous laisserai pas détruire la vue de mon jardin avec vos projets ridicules, Ronald. Si vous insistez, je dirai à tout le monde ce qui s'est passé à Glasgow en 79. » Les oreilles de Hamish se dressèrent mentalement comme celles de Luggs lorsqu'il entendait le mot « promenade ». Un chantage. Voilà qui était intéressant. Ronald Spence était un homme ambitieux, qui visait un siège au Parlement régional. Une vieille affaire compromettante remontant à des décennies pouvait ruiner sa carrière. Et quand est-il parti ? Vers 10 à 7 heures. Il était rouge de colère. Il a claqué la porte si fort que le portrait de la reine dans le couloir s'est mis de travers. Hamish se leva, remettant sa casquette. Il avait ce qu'il était venu chercher. Un mobile et un nouveau suspect. Helen Murray avait peu. Être une raison d'en vouloir à Béatrice, mais Ronald Spence avait une raison de la craindre. Merci pour le thé, Hélène. Et pour les biscuits. Ne vous inquiétez pas trop. Blair est un idiot, mais je suis là. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta une dernière fois,
la main sur la poignée. Une dernière chose. Avez-vous vu Maureen Calder hier? Maureen? La voisine? Oui, je l'ai croisée sur le chemin en rentrant chez moi. Elle montait vers la maison de Béatrice. Elle avait un panier couvert d'un torchon. Elle avait l'air déterminée. Hamish hocha la tête. 3 personnes. Hélène, l'employée maltraitée. Ronald, le politicien menacé. Maureen, la voisine rivale. L'affaire de la crise cardiaque de Blair commençait à ressembler à une file d'attente pour un meurtre. En sortant, il vit Luggs qui dormait profondément sur le siège passager, bavant légèrement sur le cuir. « Réveille-toi, fainéant », dit Hamish en s'installant au volant. « On va voir un homme politique. Essaie d'avoir l'air intelligent. Ça nous changera de l'inspecteur Blair. » La Land Rover démarra dans un nuage de fumée bleue, prenant la direction du bureau municipal, tandis que le ciel au-dessus de Lockdub s'assombrissait encore un peu plus, promettant une averse imminente pour laver les péchés du village. Chapitre 4. L'ombre d'un scandale. Le bureau du conseil municipal de Lockdubage occupait une annexe en briques rouges, accolée à la salle des fêtes, un bâtiment qui tentait désespérément d'imposer une certaine gravité administrative au milieu des collines sauvages et indifférentes. Hamish gara la Land Rover sur le gravier crissant, juste à côté de la berline rutilante de Ronald Spence, une voiture qui semblait crier « Votez pour moi !» à quiconque passait à proximité. « Reste là, Luggs », ordonna Hamish en descendant. « Et essaie de ne pas manger la garniture des sièges cette fois. Je n'ai pas le budget pour les faire refaire. » Le chien bâilla, exposant une langue rose et humide, et posa son museau sur ses pattes, feignant une obéissance absolue. À l'intérieur, l'air sentait la cire pour parquet et la poussière des vieux dossiers. Madame Teasdale, la secrétaire à l'accueil, une femme à la permanente aussi rigide que ses principes, leva les yeux de sa machine à écrire avec la méfiance d'une sentinelle gardant les joyaux de la couronne. « Monsieur Spence est très occupé, Hamish », déclara-t-elle avant même qu'il n'ait ouvert la bouche. « Il prépare son discours pour l'inauguration de la nouvelle station d'épuration. C'est une affaire de police, Madame Teasdale », répondit Hamish en retirant sa casquette et en la triturant entre ses doigts. « Juste une petite formalité concernant la pauvre Miss Hume. Je ne voudrais pas déranger un homme si important, mais vous savez comment c'est. » Il laissa sa phrase en suspens, adoptant son air le plus inoffensif. Madame Teasdale renifla, mais la mention de la police et de la mort sembla fissurer son armure. Elle appuya sur un bouton de l'interphone. « Monsieur Spence, l'agent Macbeth est là. Il dit que c'est urgent. » Une voix grésillante et irritée répondit « Faites-le entrer, mais vite. » Le bureau de Ronald Spence était trop grand pour lui. Il était assis derrière un bureau en acajou massif qui semblait l'avaler. Ronald était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gominés plaqués en arrière et au visage mou, perpétuellement humide de transpiration. Il portait un costume bleu marine trop serré, probablement acheté à l'époque où il avait 5 kilos de moins et autant d'ambition en plus. « Macbeth », fit-il en n'ôtant pas ses yeux d'une pile de documents. « Je pensais que Blair avait classé l'affaire. Une tragédie, bien sûr. Une grande perte pour la communauté. Béatrice était une figure locale. C'est exactement ça, monsieur le conseiller. Une figure locale. C'est pour cela que je dois boucler quelques détails pour le rapport, pour que tout soit propre, vous comprenez ? » Ronald leva enfin les yeux. Il y avait de la nervosité dans son regard fuyant. Il tapotait nerveusement un stylo en or contre le buvard de son bureau. « Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Je n'étais pas là quand elle est partie. » « Non, bien sûr, acquiesça Hamish en s'asseyant sur la chaise visiteur sans y être invité. « Mais vous étiez là un peu plus tôt, vers 6 heures, je crois ?» Ronald se figea. Le stylo s'arrêta de tapoter. « Qui vous a dit ça ?»« Oh, vous savez, dans un village comme Lockdub, les murs ont des oreilles, et les haies ont des yeux. On m'a dit que vous aviez eu une discussion animée. À propos du jardin, c'est ça ?» Ronald rit, un son forcé et sans joie. « Le jardin, oui, tout à fait. Cette vieille folle, pardon, la défunte, refusait de tailler sa haie qui empiète sur la voie publique. Une question de sécurité routière. » Hamish hocha la tête lentement, regardant le plafond comme s'il y cherchait l'inspiration. « C'est étrange. J'avais cru entendre parler de Glasgow et de l'année 10 à 979. Le silence qui tomba dans la pièce fut lourd, épais, presque palpable. Ronald Spence devint soudain très pâle, puis d'un rouge violent. Il se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « C'est Hélène, n'est-ce pas ? Cette bonne à rien qui écoutait aux portes. Je vais la faire renvoyer. »
Oh, c'est vrai, elle n'a plus de patronne. Asseyez-vous, monsieur Spence, dit Hamish. Sa voix avait perdu toute trace de servilité. Elle était basse, dure, la voix d'un homme qui n'avait pas besoin de galons pour se faire respecter. Ronald s'assit, s'affaissant comme un ballon de baudruche percé. Elle me faisait chanter Macbeth. C'est la vérité, une erreur de jeunesse. Des contes de campagne un peu, créatifs. C'était il y a 40 ans, mais elle avait gardé des lettres. Elle menaçait de les envoyer au journal local si je ne bloquais pas le projet de lotissement qui gâcherait sa vue sur le Loch. C'est un mobile puissant pour un meurtre, Ronald. Je ne l'ai pas tué, hurla presque le conseiller. Je suis parti. J'étais furieux, oui. J'ai eu envie de l'étrangler, je l'avoue. Mais je suis parti. Elle était bien vivante. Elle buvait son maudit thé et elle riait. Elle riait de moi. Hamish observa l'homme en face de lui. La peur semblait sincère. La colère aussi. Vous avez dit qu'elle buvait son thé? Oui, elle a versé cette boue qu'elle appelle tisane devant moi. Et vous n'avez touché à rien? À la théière? À la boîte? Je n'ai touché à rien. Je voulais juste sortir de là. Ronald s'essuya le front avec sa manche, oubliant ses manières de politicien. Écoutez, Hamish, je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas un assassin. Et je n'étais pas le seul là-haut. Hamish plissa les yeux. Comment ça? En sortant, j'ai failli renverser quelqu'un près du portail. Maureen Calder. Elle se cachait derrière les rhododendrons. Elle avait son panier à gâteaux avec elle. Et elle avait l'air, je ne sais pas, exaltée, comme si elle partait en guerre. Hamish se leva. L'information confirmait ce qu'Hélène avait vu. Maureen Calder, la reine déchue de la pâtisserie. Merci, monsieur Spence. Je vous conseille de ne pas quitter le village pour l'instant. Et pour Glasgow? Demanda Ronald d'une voix faible. Tant que cela ne concerne pas directement la mort de Miss Hume, ma mémoire est parfois défaillante, répondit Hamish en remettant sa casquette. Mais l'inspecteur Blair, lui, a une excellente mémoire quand il s'agit de salir les gens. Espérons pour vous qu'il ne creuse pas trop. Hamish quitta le bureau, laissant Ronald Spence à ses sueurs froides. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à une lumière crue qui faisait briller les flaques d'eau. L'estomac de Hamish émit un grognement sonore, lui rappelant qu'un biscuit à l'avoine ne constituait pas un repas. Il remonta dans la Land Rover. « Allez, Lugs, on va au pub. J'ai besoin d'un sandwich et de savoir ce que le village raconte. » Quelques minutes plus tard, il poussait la porte du Lock's Dog Bar. L'odeur de bière éventée, de feu de bois et de friture l'accueillit comme une vieille amie. Il n'y avait pas grand monde à cette heure, mais les deux personnes qu'il espérait et redoutait voir à la fois étaient bien là. Nessie et Jessie Curry étaient installées à leur table habituelle, près de la fenêtre devant 2 verres de sherry. Elles ressemblaient à 2 vautours perchés sur une branche, observant la savane. Hamish commanda un sandwich au jambon et une limonade au comptoir, puis s'approcha d'elle avec son plateau. « Bonjour, mesdames. Je peux me joindre à vous ?»« Hamish !» s'écria Jessie. « On se demandait quand tu viendrais nous voir. » Alors Ronald Spence a avoué. Hamish manqua de s'étouffer avec sa première bouchée. « Qui vous a dit que j'avais vu Ronald Spence ?»« On a vu ta voiture devant la mairie, » dit Nessie en haussant les épaules, comme si c'était une évidence. Et on sait que Ronald détestait Béatrice. Elle disait à qui voulait l'entendre qu'il avait les mains baladeuses et les poches profondes. « Ce n'est pas Ronald », décréta Jessie en trempant ses lèvres dans son sherry. « Il est trop lâche. Pour tuer, il faut du cran ou de la folie. Maureen Calder, par exemple ?» suggéra Hamish innocemment. Les jumelles échangèrent un regard complice qui valait tous les longs discours. « Ah, Maureen !» soupira Nessie. « La pauvre. Depuis que Béatrice a dit devant tout le monde, à la fête de l'église l'an dernier, que son fameux Victoria Sponge Cake avait le goût d'une éponge de cuisine usagée, elle n'est plus la même. Elle rumine, ajouta Jessie. Elle parle toute seule. Et elle fait des gâteaux, des centaines de gâteaux que personne ne mange. On dit qu'elle a essayé une nouvelle recette hier, chuchota Nessie en se penchant vers Hamish. Un gâteau spécial réconciliation. Elle voulait l'offrir à Béatrice. Un gâteau mortel ? Demanda Hamish. Qui sait ce qu'on peut cacher dans de la crème au beurre et de la confiture de framboise ? Fit Jessie avec un petit rire qui fit froid dans le dos. En tout cas, si c'est Maureen, elle a enfin réussi quelque chose qui a eu de l'effet. Hamish termina son sandwich pensif. Le village avait déjà condamné, jugé et presque exécuté. Ronald était le lâche, Maureen était la folle. Et au milieu de tout cela, Béatrice Hume était morte empoisonnée.
Il remercia les jumelles, qui semblaient ravies d'avoir nourri l'enquête autant que leur propre soif de drame, et sortit. Maureen Calder habitait juste à côté de chez Béatrice. Il était temps d'aller goûter à ses talents culinaires, et peut être de découvrir si son ingrédient secret était l'arsenic ou simplement la rancune. Chapitre 5. La saveur du dédain. Le cottage de Maureen Calder ressemblait à une maison de poupée qui aurait grandi trop vite et sans supervision. Situé en contrebas de la demeure austère de Miss Hume, il affichait des volets peints d'un rose bonbon agressif et des jardinières débordant de pétunias violets. Même sous le ciel gris des Highlands, cette maison semblait crier une joie de vivre artificielle. Lorsque Hamish arrêta la Land Rover devant le portail blanc, une odeur sucrée, lourde et entêtante, vint lui chatouiller les narines. Cela sentait la vanille, le caramel brûlé et le désespoir. « Reste ici, Lugs, dit Hamish. Si tu entres là-dedans, tu vas ressortir avec une indigestion ou un diabète. » Le chien renifla l'air avec avidité, ses babines frémissant à l'odeur du sucre, mais il resta sagement assis, sachant que son maître ne plaisantait pas avec la nourriture des suspects. Hamish frappa à la porte. Elle s'ouvrit presque immédiatement, comme si Maureen attendait derrière, guettant une visite. Maureen Calder était une femme ronde, au visage poupin encadré de boucles blondes peroxydées. Elle portait un tablier couvert de farine et de taches de chocolat qui lui donnait l'air d'un champ de bataille culinaire. « Hamish !» s'écria-t-elle, avec un sourire trop large, trop brillant. « Je savais que tu viendrais. Tout le monde sait. C'est terrible, n'est-ce pas ? Entre, je t'en prie. Je viens de sortir des scones du four. » L'intérieur de la maison était une explosion de chintz floral. Il y avait des fleurs sur les rideaux, sur le canapé, sur le papier peint et même sur la théière en forme de chou qui trônait sur la table basse. La chaleur de la cuisine était étouffante. « Je ne voudrais pas déranger, Maureen », commença Hamish en retirant sa casquette, gêné par tant de féminité froufroutante. « Déranger ? Penses-tu ? Cuisiner me calme les nerfs. Assieds-toi, Hamish. Prends un scone. Ils sont encore tièdes. » Elle lui fourra une assiette dans les mains avant qu'il ne puisse protester. Hamish, dont l'appétit était légendaire et permanent, ne se fit pas prier. Il mordit dans le scone. Il était sec, friable, et avait un arrière-goût étrange de bicarbonate de soude mal dosé. Il fit un effort surhumain pour ne pas grimacer. « Délicieux », mentit-il poliment. Maureen rayonna, mais ses yeux restaient inquiets, sautant d'un coin à l'autre de la pièce. « Alors, c'est le cœur, c'est ça ? La pauvre chère Béatrice. Elle était si fragile, au fond. » « En fait, Maureen, nous ne sommes pas sûrs que ce soit le cœur, » dit Hamish en posant le reste du scone sur le bord de l'assiette. « Il y a des éléments troublants, et on m'a dit que vous lui aviez rendu visite hier soir. » Le sourire de Maureen vacilla, puis s'effondra comme un soufflet raté. Elle s'affala dans le fauteuil en face de lui, soulevant un nuage de poussière parfumée à la lavande. « Ils t'ont dit ça, hein ? Les vieilles chouettes du village ? Oui, j'y suis allé. J'ai voulu faire un geste chrétien. J'ai apporté un gâteau à la crème de citron. Son préféré, enfin, c'est ce que je croyais. Et que s'est-il passé ? » Maureen serra les poings sur son tablier. Elle a ri. Elle était assise dans son jardin, comme une reine sur son trône. J'ai tendu le panier et j'ai dit « Béatrice, oublions nos querelles. Voici un gâteau pour la paix. » Et elle a ri. Elle a dit « Maureen, ma chère, la seule paix que vous pourriez m'apporter, c'est en arrêtant d'empoisonner le voisinage avec vos tentatives culinaires. » Hamish nota mentalement le choix des mots. Empoisonner. Une coïncidence malheureuse ou une ironie du sort ? C'est cruel, admit Hamish. Et qu'avez-vous fait ensuite ? J'ai vu rouge, Hamish. J'étais furieuse. J'ai repris mon gâteau. Je lui ai dit qu'elle finirait seule et amère comme son thé. Et je suis parti. J'ai jeté le gâteau dans le fossé en rentrant. Les corbeaux l'ont mangé. Vous n'avez rien touché sur la table ? La tasse ? La théière ? Maureen hésita. Elle se mordit la lèvre inférieure. Je voulais le faire. Quand elle a tourné la tête pour regarder un oiseau, j'ai eu envie de renverser sa précieuse théière sur sa jupe en tweed. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste vu la boîte. La boîte, sa boîte à tisane. Elle était ouverte sur la table. D'habitude, elle est maniaque. Tout est fermé hermétiquement. Là, le couvercle était posé à côté. Et il y avait un sachet en papier brun juste à côté de la boîte. Hamish se redressa. Hélène n'avait pas mentionné de sachet en papier. Ronald non plus. Un sachet ? À quoi ressemblait-il ? Oh, un petit sachet d'apothicaire.
Comme ceux qu'on trouve chez l'herboriste à Strasbane, il n'y avait rien écrit dessus. Mais j'ai senti une odeur quand je me suis penché. Une odeur de terre, pas l'odeur de menthe habituelle de Béatrice. Et vous n'avez vu personne d'autre? Ronald Spence partait quand vous êtes arrivé, n'est-ce pas? Oui, il a failli m'écraser, ce grossier personnage. Mais il n'était pas le seul. Hamish retint son souffle. Qui d'autre? En repartant, je descendais le sentier et j'ai vu une silhouette se glisser par la porte de derrière, celle qui donne sur le potager. C'était rapide. Je n'ai pas bien vu. Un homme ou une femme? Difficile à dire avec la brume qui commençait à tomber. Mais c'était quelqu'un de mince et qui portait une veste verte, comme celle des chasseurs ou des jardiniers. Hamish réfléchit. Une veste verte. La moitié du village possédait une veste barbour verte. Mais l'intrusion par le potager était intéressante. Le potager de Béatrice était son sanctuaire, là où elle cultivait ses simples. Maureen, c'est très important. Êtes-vous sûr de ce sachet en papier? Absolument. Je me souviens m'être dit, tiens, elle achète ses herbes maintenant. Elle qui prétend tout faire pousser elle-même. C'était une petite victoire pour moi, de voir qu'elle trichait. Hamish se leva. Maureen avait peu, être des talents de pâtissière discutables, mais son sens de l'observation, aiguisé par la jalousie, était précieux. Merci, Maureen. Vos scones sont inoubliables. Il sortit avant qu'elle ne puisse lui en proposer un deuxième. L'air frais du dehors lui fit du bien après l'atmosphère confinée du cottage. Il remonta dans la voiture, l'esprit en ébullition, un sachet mystérieux, une silhouette en verre et une boîte ouverte. Quelqu'un avait ajouté quelque chose au mélange de Béatrice. Ou remplacé le mélange. Lugs aboya joyeusement en le voyant revenir les mains vides. « Désolé, mon grand, pas de scone pour toi. Crois-moi, je te sauve la vie. » Hamish démarra. Il devait retourner au poste. Il devait appeler son ami à Glasgow pour se renseigner sur les propriétés exactes de la Connie, aussi appelée casque de Jupiter ou Tulu. Une plante qui, il en était presque sûr, poussait dans bien des jardins de Loch de Beuve, y compris peu, être dans celui de la victime elle-même. Mais avant cela, il avait une petite vérification à faire. Une vérification qui concernait un jardinier amateur de vestes vertes et de secrets. Chapitre 6, les visions d'Angus. La route qui menait au cottage d'Angus MacDonald n'était guère plus qu'une ornière boueuse serpentant à travers la bruyère, un chemin que seuls les moutons égarés et les véhicules tout-terrain de la police osaient emprunter. Angus vivait à l'écart du village, sur un promontoire venteux qui lui offrait une vue stratégique sur la vallée, idéal pour surveiller l'arrivée des gardes-chasse ou des clients potentiels pour ses marchandises de contrebande. Hamish gara la Land Rover à une distance respectueuse de la masure. L'endroit ressemblait à un tas de pierres maintenues debout par la seule force de l'obstination et des ronces. Une odeur âcre de fumée, de tourbe et de chiens mouillés imprégnait l'air. « Reste là, Lux », soupira Hamish. « Le chien d'Angus a des puces de la taille de sauterelle, et je n'ai pas envie de passer la soirée à t'épouiller. » Il s'approcha de la porte, qui s'ouvrit en grinçant avant même qu'il n'ait pu frapper. Angus MacDonald se tenait sur le seuil, un petit homme aux yeux vifs et malicieux, vêtu d'un pantalon en velours côtelé usé jusqu'à la corde, et, comme Hamish s'y attendait, d'une vieille veste de chasse verte, rapiécée au coude et tachée de terre. « Je savais que tu viendrais, Hamish Macbeth », déclara Angus d'une voix caverneuse, levant un doigt noueux vers le ciel. « Les corbeaux ont volé bas ce matin. La mort plane sur Loch Dub. Les corbeaux volent bas parce qu'il va pleuvoir, Angus, » répondit Hamish en entrant sans cérémonie. « Et tu savais que je viendrais parce que tu as vu ma voiture arriver depuis 10 minutes avec tes jumelles. » L'intérieur du cottage était un capharnaüm indescriptible. Des filets de pêche pendaient des poutres, voisinant avec des bottes de plantes séchées et des pièges à lapins rouillés. Sur la table, un faisan aux plumes encore brillantes trônait, une preuve flagrante de braconnage que Hamish décida pour le moment d'ignorer. « Alors, c'est la vieille Béatrice, hein ?» fit Angus en s'asseyant sur un tabouret boiteux. « J'avais prédit un malheur. Je l'ai vue dans les entrailles d'un poisson la semaine dernière. Laisse les poissons tranquilles, Angus. Je suis ici pour parler de jardinage et de veste verte. » Angus plissa les yeux, son attitude prophétique s'évaporant instantanément pour laisser place à la méfiance du braconnier. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Maureen Calder t'a vu, Angus. Hier, en fin d'après-midi, tu te glissais dans le jardin de Béatrice par la porte du potager. Tu portais cette veste et tu as laissé un sachet en papier sur la table. » Angus renifla
et cracha un brin de tabac dans l'âtre. Cette Maureen a une langue de vipère et des yeux de fouine. Mais elle n'a pas tort. J'y étais. Pour la tuer ? Demanda Hamish doucement. Ne sois pas idiot, Macbeth. Pourquoi je tuerais ma meilleure cliente ? Hamish haussa un sourcil. Ta cliente ? Béatrice Hume ? Elle qui menaçait d'appeler la police si un chien traversait sa pelouse ? Elle avait ses secrets. La vieille ricana Angus. Elle avait des douleurs. L'arthrite, le ventre, les nerfs. Elle ne faisait pas confiance aux pilules du docteur Brody. Elle disait qu'ils voulaient l'empoisonner avec leur chimie. Alors elle m'achetait des herbes, des remèdes anciens, de l'écorce de saule, de la reine des prés, et parfois des choses pour dormir. Et qu'y avait-il dans le sachet hier ? De la menthe poivrée séchée et un peu de valériane ? Rien de méchant, juste de quoi calmer ses aigreurs après le thé. Je l'ai posé sur la table, j'ai pris l'argent qu'elle avait laissé sous le pot de fleurs, et je suis parti. Tu ne l'as pas joué ? Si, elle était dans son fauteuil. Elle avait l'air de dormir. Je n'ai pas voulu la réveiller. Quand Béatrice se réveillait de mauvaise humeur, c'était pire qu'un blaireau coincé dans un terrier. Hamish s'approcha de la table et prit une des herbes séchées pour l'examiner. « Angus, est-ce que tu lui as déjà vendu de la conie ?» Le vieil homme sursauta et une véritable lueur de peur traversa ses yeux. « De la conie ? Le casque de Jupiter ? Jamais. Je ne suis pas fou. C'est du poison violent, ça. Ça arrête le cœur plus vite qu'un coup de fusil. Je soigne les gens, Hamish, je ne les tue pas. Enfin, sauf les faisans. Quelqu'un en a mis dans sa tasse. Angus. Ou dans ta tisane. » Angus se leva et commença à faire les 100 pas, agité. « Ce n'était pas dans mon sachet. Je vérifie tout 3 fois. Mais, écoute, Hamish, il y a quelque chose. Quand je suis arrivé, le portail de derrière était entrouvert. C'est rare. Béatrice fermait toujours tout à clé. Maureen a dit qu'elle avait vu Ronald Spence partir par devant. Pas Ronald. Ronald est trop gras pour passer par le potager sans piétiner les salades. Non, j'ai vu des traces dans la boue, près de la remise à outils. Des traces fines, comme celles d'une femme, ou d'un homme aux petits pieds. Helen Murray ? Peut être. Mais les traces n'allaient pas vers la maison. Elles allaient vers la réserve d'eau, au fond du jardin, là où Béatrice faisait pousser ses plantes toxiques. Hamish se figea. Ces plantes toxiques ? Angus sourit, un sourire édenté et triomphant. Ah, tu ne savais pas ? Elle se croyait experte. Elle avait un petit carré, caché derrière les framboisiers. Elle disait que c'était pour l'esthétique. De la digitale, de la conie, de la belladone, elle aimait le danger et la vieille. Elle disait que ça gardait les enfants à distance. Hamish sentit les pièces du puzzle bouger, mais l'image restait floue. Béatrice cultivait son propre poison. Quelqu'un le savait. Quelqu'un en a cueilli, l'a préparé et l'a servi. « Angus », dit Hamish en remettant sa casquette, « si tu as menti sur le contenu de ce sachet, je reviendrai. Et cette fois, je regarderai ce faisant de plus près. »« Je suis innocent comme l'agneau qui vient de naître !» protesta Angus. « Mais méfie-toi, Hamish. Celui qui a cueilli la conie savait comment le préparer. Il ne suffit pas de jeter des feuilles dans l'eau. Il faut la racine. Il faut savoir doser. C'est un travail de connaisseur. Ou de cuisinier. Ou de jardinier, conclut Hamish. Il quitta le cottage, laissant Angus à ses prophéties et à son gibier illégal. Dehors, la pluie s'était remise à tomber, lavant les collines de leur couleur. Maureen Calder était cuisinière. Helen Murray faisait le ménage et le thé. Ronald Spence voulait que le jardin disparaisse. Mais il y avait une personne à Locked-Up qui connaissait les plantes mieux que quiconque. Une personne vers qui Hamish se tournait toujours quand il avait besoin d'un avis médical ou botanique. Une personne qui, jusqu'ici, était restée étrangement silencieuse. Il monta dans la voiture et caressa la tête de Lugs. « On va voir Angela, mon chien. Angela Brody. Si Béatrice cultivait de la conie, Angela le savait forcément. Et j'aimerais bien savoir pourquoi elle a oublié de me le mentionner ce matin devant l'épicerie. » Hamish enclencha la marche avant. La route vers la vérité était encore longue, et elle semblait pavée de mensonges et de feuilles vénéneuses. Chapitre 7. Une botanique dangereuse. La maison du docteur Brody était un havre de paix et de civilisation au milieu du tumulte de l'enquête. C'était une demeure en pierre grise, solide et rassurante, entourée d'un jardin qui, contrairement à celui de Béatrice Hume, ne semblait pas avoir été taillé aux gardes à vous, mais invitait plutôt à la flânerie. Lorsque Hamish gara la Land Rover devant l'entrée, la porte s'ouvrit presque instantanément. Angela Brody apparut sur le seuil, une silhouette maternelle et accueillante. «
Elle portait un cardigan en laine couleur bruyère et tenait à la main un torchon à carreaux. « Amish !» s'exclama-t-elle avec un sourire chaleureux. « J'espérais bien te voir. Et tu as amené Lugs, bien sûr. Entrez, entrez tous les deux. Il commence à faire frais. » Lugs ne se fit pas prier. Il trottina vers Angela, remuant la queue avec un enthousiasme qu'il réservait généralement aux saucisses ou aux facteurs distraits. Angela se pencha pour lui gratter l'arrière des oreilles, là où il ne pouvait jamais atteindre lui-même. « Le docteur est parti pour une urgence à la ferme des McGregor », dit-elle en guidant Amish vers le salon confortable où un feu de bois crépitait joyeusement dans la cheminée. Mais il sera bientôt de retour. En attendant, je parie que tu ne dirais pas non à un petit verre de sherry, ou peut-être un whisky. Un petit whisky serait parfait, Angela, admit Hamish en s'installant dans un fauteuil profond qui semblait épouser la forme de son dos fatigué. C'est une journée compliquée. Angela lui servit un verre généreux d'ambre liquide et s'assit en face de lui avec son propre verre de sherry. Son visage, habituellement si gai, était empreint d'une gravité inhabituelle. « C'est pour Béatrice, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Tout le village en parle. Nessie et Jessie disent qu'elle a été empoisonnée. Pour une fois, les jumelles ne racontent pas que des bêtises ?» soupira Amish en savourant la brûlure réconfortante du whisky. « Angela, je dois te poser une question sérieuse. Tu connaissais bien le jardin de Béatrice. » Angela hocha la tête, fixant les flammes dans l'âtre. « Oui, Béatrice était très fière de son jardin. C'était sa seule passion, vraiment. Avec le fait de tourmenter les gens, bien sûr. Savais-tu qu'elle cultivait de l'aconie et de la digitale ?» Angela leva les yeux vers lui et Amish y lut une tristesse résignée plutôt que de la surprise. « Je le savais. Je l'avais mise en garde, Amish. Je lui ai dit 100 fois. Béatrice, c'est de la folie de garder ça près du potager. Un moment d'inattention, une erreur de cueillette, et c'est le drame. Mais tu la connaissais. Elle riait. Elle disait qu'elle aimait avoir le pouvoir de vie et de mort dans ses plates-bandes. Elle appelait ça son coin des sorcières. Angus MacDonald m'a dit qu'il l'avait vu. Il pense que le poison vient de là. C'est fort probable, admit Angela. La coninapelle est terrible. Quelques grammes de racines suffisent. Et Béatrice laissait pousser ça juste derrière ses framboisiers. Amish se pencha en avant, ses coudes sur les genoux. Angela, qui d'autre le savait, qui savait faire la différence entre une racine de réfort et une racine d'aconie? Angela prit une gorgée de sherry, pensive. Ellen Murray, certainement. Elle travaillait dans ce jardin tous les jours. Béatrice passait son temps à lui hurler dessus pour qu'elle ne touche pas aux plantes précieuses. Ronald Spence aussi, sans doute. Il a rôdé autour de cette propriété avec ses plans de cadastre, plus souvent qu'à son tour. Elle hésita un instant, puis posa son verre. « Il y a autre chose, Hamish. Je ne voulais pas colporter des ragots, mais puisque c'est une enquête criminelle, dis-moi, l'encouragea Hamish. C'est Maureen Calder. Il y a 2 semaines, elle est venue ici. Elle voulait emprunter un livre dans la bibliothèque du docteur. Un livre sur la flore locale. Hamish sentit son cœur accélérer légèrement. Quel genre de livre? Une vieille encyclopédie botanique illustrée. Elle a dit qu'elle voulait identifier des champignons pour une tourte. Mais quand elle me l'a rendu, 3 jours plus tard, j'ai remarqué que le marque-page n'était pas à la section des champignons. Où était-il? Il était glissé à la page des aconites. Et il y avait une petite tache de graisse, comme du beurre ou de la pâte à gâteau, juste sur le paragraphe qui décrit la préparation des racines. Hamish siffla entre ses dents. Maureen. Elle m'a dit qu'elle avait apporté un gâteau au citron hier. Elle a juré qu'elle l'avait jeté. Maureen est une excellente cuisinière quand elle ne stresse pas, dit Angela avec un petit sourire triste. Mais elle est aussi très impulsive, et elle a une rancune tenace. Béatrice l'a humiliée publiquement tant de fois. Donc, Maureen avait le mobile. Et elle s'est procuré le savoir-faire, résuma Hamish. Et elle savait où trouver la matière première. C'est ce qu'il semble, Hamish. Mais sois prudent. Maureen peut être ridicule, mais elle n'est pas foncièrement méchante. Si elle a fait ça, c'est qu'elle a craqué, ou qu'elle a cru qu'elle ne se ferait jamais prendre, corrigea Hamish en finissant son verre. Il se leva. Lugs, sentant le départ imminent, émit un grognement de protestation, mais se leva péniblement. « Merci, Angela. Tu es, comme toujours, une aide précieuse. Et merci pour le whisky. Il a le goût de la clarté. Reviens quand tu veux, Hamish. Et essaie de ne pas arrêter tout le village avant le dîner. » Hamish sourit et sortit dans la fraîcheur du soir. La pluie avait cessé pour de bon, laissant place à un crépuscule violet qui descendait sur les montagnes. Il avait maintenant une piste solide. Maureen Calder avait étudié le poison.
Elle était sur les lieux. Elle avait un mobile. C'était presque trop parfait. Mais quelque chose chiffonnait encore Hamish. Le sachet, un papier vu par Maureen. Si elle était la coupable, pourquoi inventer cette histoire de sachet et de silhouette en verre? Pour accuser Angus? Ou était-ce la vérité? Il remonta dans la Land Rover. Il devait retourner voir Maureen. Mais cette fois, il ne se contenterait pas de manger ses scones rassis. Il allait devoir lui poser la question qui fâche. Pourquoi une pâtissière a-t-elle besoin d'une recette pour tuer? Alors qu'il mettait le contact, la radio de la police grésilla. C'était la voix nasillarde de l'agent Jimmy Anderson. « Hamish, tu es là? Blair est en train de devenir fou. Le rapport d'autopsie préliminaire vient d'arriver par fax. »« Et ?» demanda Hamish, sachant déjà la réponse. « Acony, une dose massive. Le légiste dit que c'était mélangé à une substance sucrée et citronnée, probablement un gâteau ou une crème. » Hamish ferma les yeux un instant. « Merci, Jimmy. Dis à Blair que je suis sur une piste. Un gâteau au citron. Maureen n'avait pas menti sur le gâteau, mais elle avait peu être menti sur le fait de l'avoir jeté. La Land Rover s'élança sur la route sombre. La nuit tombait sur Loch-Dubh, et avec elle, le piège se refermait sur la pâtissière du village. Chapitre 8. Un zeste de culpabilité. Le retour vers le cottage de Maureen Calder se fit dans un silence lourd, seulement troublé par le ronronnement asthmatique du moteur de la Land Rover et le clapotis régulier des essuie-glaces chassant une bruine qui s'était remise à tomber, comme pour noyer les péchés de la vallée. Hamish Macbeth avait le visage fermé. Il n'aimait pas ce qu'il s'apprêtait à faire. Il aimait encore moins l'idée que la pâtissière du village, aussi exaspérante soit-elle, puisse être une meurtrière de sang-froid. Lorsqu'il frappa à la porte rose bonbon, il n'eut pas d'accueil enthousiaste cette fois. Maureen ouvrit avec lenteur. Elle avait troqué son tablier contre une robe de chambre en molleton synthétique, et son visage, débarrassé du maquillage, paraissait 10 ans plus vieux. Elle semblait attendre le bourreau. « Vous savez, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix éteinte, sans même l'inviter à entrer. « Je sais pour le livre, Maureen, » répondit Hamish doucement, restant sur le seuil sous la protection précaire du petit auvent. « Je sais pour l'encyclopédie d'Angela. Je sais pour la page sur l'Acony. Et je sais ce que l'autopsie a trouvé dans l'estomac de Béatrice. Une substance citronnée. » Maureen vacilla. Elle recula, laissant le passage libre, et s'effondra sur son canapé fleuri comme une poupée de chiffon dont on aurait coupé les fils. « Je ne voulais pas qu'elle souffre, » murmura-t-elle, fixant le vide. « Je voulais juste qu'elle arrête. Qu'elle arrête de rire de moi. Qu'elle arrête de me faire sentir que je n'étais rien. » Hamish entra, suivi de Luggs qui, sentant la détresse ambiante, s'abstint de quémander et elle a posé sa tête lourde sur les genoux de la suspecte. Maureen caressa le chien machinalement, ses doigts tremblants dans le pelage rêche. « Racontez-moi, Maureen. J'ai trouvé les plantes près de la vieille réserve d'eau, » commença-t-elle, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Je savais où elles étaient. Tout le monde le savait, au fond. J'ai pris une racine, une toute petite racine. Je l'ai râpée. J'ai lu qu'il fallait la cuire longtemps pour concentrer l'effet. Alors je l'ai mélangée à ma crème de citron. Elle marqua une pause, horrifiée par ses propres aveux. J'ai mis la crème dans un petit pot de confiture. J'ai fait un gâteau nature, très simple. Mon plan était d'aller la voir, de lui offrir le gâteau et de lui proposer d'ajouter un peu de ma crème spéciale sur sa part. Juste une cuillère. Pour accompagner son thé. Et vous l'avez fait ? Demanda Hamish, sortant son carnet, bien qu'il n'ait aucune envie d'écrire. Maureen releva la tête, et ses yeux bleus délavés brillèrent d'une lueur de désespoir sincère. « Non, je vous jure que non, Hamish. C'est là que tout a dérapé. Je suis monté là-haut avec mon panier. Le gâteau, le pot de crème empoisonnée, tout y était. Mais quand je suis arrivé, Ronald Spence sortait en trombe. Il m'a bousculé. J'ai failli tout renverser. » Elle prit une grande inspiration tremblante. Je suis entré dans le jardin. Béatrice était là. Elle m'a regardé avec ce sourire de requin. Elle a dit « Tiens, voilà l'empoisonneuse. » C'était une blague, Hamish. Elle ne savait pas. Mais moi, ça m'a glacé le sang. J'ai eu l'impression que Dieu me regardait. J'ai eu peur, si peur. Alors, qu'avez-vous fait ? J'ai paniqué. Je n'ai pas sorti le gâteau. Je n'ai pas sorti le pot. Je lui ai crié dessus, je lui ai dit ces 4 vérités et je me suis enfui. J'ai couru jusqu'à la route. Et le gâteau ? Et la crème ? J'ai jeté le gâteau dans le fossé, comme je vous l'ai dit. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec ça. Mais elle s'arrêta, se tordant les mains. « Mais quoi, Maureen ?
Quand je suis rentré chez moi, j'ai voulu vider le pot de crème dans l'évier et jeter le verre à la poubelle. Mais le pot n'était plus dans mon panier. Hamish sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous l'avez perdu ?» Il a dû tomber quand Ronald m'a bousculé. Ou peut-être quand j'ai posé mon panier par terre pour ouvrir le portail. Je ne sais pas. J'ai cru que je l'avais égaré dans l'herbe haute. Je me suis dit que c'était un signe, que la nature s'en chargerait. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé que quelqu'un pourrait le trouver. Hamish se leva et commença à faire les 100 pas dans le petit salon encombré. Réfléchissez, Maureen. C'est vital. Où avez-vous posé ce panier exactement ? Juste à l'entrée du jardin, près du grand rhododendron. Je l'ai laissé là 2 minutes, le temps de reprendre mon souffle avant d'affronter Béatrice. C'est à ce moment-là que Ronald est passé. Et c'est là que j'ai vu la silhouette en verre, coupa Hamish. Oui, près du portail du potager. Mais c'était loin. Le panier était près de l'entrée principale. Hamish s'arrêta. Si Maureen disait vrai, elle avait fabriqué l'arme du crime, l'avait transportée sur les lieux, mais quelqu'un d'autre l'avait utilisée. Quelqu'un qui avait trouvé le pot, ou quelqu'un qui l'avait vu le faire tomber et l'avait ramassé. Ronald Spence avait bousculé Maureen. Avait-il vu le pot tomber ? Avait-il reconnu l'odeur ou l'aspect suspect ? Ou bien était-ce Helen Murray, qui observait depuis la fenêtre ? Ou Angus, tapi dans les buissons ? Maureen, je vais devoir vous demander de ne pas quitter votre domicile, dit Hamish d'un ton formel. L'inspecteur Blair va vouloir vous parler dès demain matin, et il ne sera pas aussi patient que moi. Dites-lui exactement ce que vous m'avez dit. N'essayez pas de mentir. Si vous mentez à Blair, il vous dévorera toute crue. Maureen hocha la tête, vaincue. Je n'ai pas tué Béatrice, Hamish. Je le voulais, mais je ne l'ai pas fait. La loi appelle ça une tentative, ou une conspiration, Maureen. Mais si quelqu'un d'autre a administré le poison, c'est un meurtre. Et vous êtes, pour l'instant, le meilleur alibi de ce meurtrier, ou son complice involontaire. Il quitta le cottage, laissant Maureen à ses remords et à ses craintes. Dehors, la nuit était noire comme de l'encre. Son estomac cria famine avec une violence renouvelée. Il n'avait toujours pas dîné. « Allez, Lugs, on va au château. J'ai besoin de réfléchir, et j'ai besoin de manger autre chose que des suppositions. » Il prit la direction du Thomel Castle Hotel. L'établissement de luxe, géré par les parents de Priscilla Halberton Smythe, était un autre monde. Un monde de lustres en cristal, de tapis épais et de clients qui ne tuaient pas leurs voisins pour des histoires de haies mal taillées, ou du moins, qui le faisaient avec plus d'élégance. Il gara la Land Rover à l'écart, près des cuisines, comme à son habitude. Il entra par la porte de service, espérant trouver le chef, un Italien caractériel mais qui avait un faible pour Lugs, disposé à lui céder quelques restes. Au lieu du chef, il tomba nez à nez avec Priscilla. Elle était assise sur un tabouret haut, en train de polir des verres en cristal, vêtue d'une robe de soirée noire qui mettait en valeur sa silhouette élancée et sa chevelure blonde impeccable. Priscilla Halberton Smythe était l'ancien grand amour de Hamish, et elle restait, malgré leur fiançailles rompues, une épine délicieuse et douloureuse dans son cœur. « Hamish, dit-elle sans se retourner, reconnaissant sans doute le bruit des griffes de Lugs sur le carrelage. Tu viens mendier des os ou des informations ? Les deux, si possible, répondit Hamish en s'appuyant contre le plan de travail en inox. Bonsoir, Priscilla. Tu es ravissante comme toujours. Elle se tourna vers lui, un demi-sourire froid aux lèvres. Et toi, tu as l'air d'avoir traîné dans des buissons. C'est l'affaire Hume ? Père est inquiet. La police partout, ça fait fuir les touristes américains. C'est une affaire tordue, Priscilla. J'ai une pâtissière qui fabrique du poison mais qui le perd, un politicien qui fait du chantage et un braconnier qui joue les herboristes. Priscilla posa son verre et croisa les bras. Ronald Spence ? J'ai vu sa voiture hier. Il roulait comme un fou. Il a failli emboutir la Rolls d'un client à la sortie du village. Il fuyait la scène du crime. Probablement. Peut être. Mais j'ai vu quelque chose d'autre, Hamish. Quelque chose qui pourrait t'intéresser. Hamish se redressa, oubliant sa faim un instant. Priscilla était une observatrice redoutable, bien que souvent détachée. Des mois. Hier après-midi, vers 10 à 7h30, je revenais d'une promenade à cheval. Je suis passé par le chemin des Crêtes, celui qui surplombe le jardin de Béatrice. J'ai vu Helen Murray. Elle travaillait ? Non. Elle était au fond du jardin, près de la remise. Elle parlait à quelqu'un. À Angus ? Non. C'était un homme en costume. Pas Ronald Spence. Ronald est trop.
large. C'était un homme plus jeune. Il lui a donné quelque chose, une enveloppe, je crois, et elle l'a cachée dans son tablier. Elle avait l'air terrifiée. Hamish fronça les sourcils. Un homme mystérieux en costume, à Loxdube? Les étrangers ne passaient pas inaperçus. Tu as reconnu l'homme? Je l'ai déjà vu à l'hôtel. C'est un certain monsieur Carter. Il travaille pour une agence immobilière de Glasgow. Il cherche des terrains pour un complexe de luxe. Les pièces du puzzle s'entrechoquèrent dans l'esprit de Hamish. Ronald Spence voulait bloquer un projet immobilier pour plaire à Béatrice. Mais si Béatrice disparaissait, le terrain devenait disponible. Et si Helen Murray, l'héritière probable ou du moins la bénéficiaire, avait passé un accord? Priscilla, tu es un génie. Je sais, répondit-elle simplement en lui tendant une assiette couverte d'un film plastique. Tiens, c'est du faisan aux morilles. Le client de la table 4 l'a renvoyé parce qu'il trouvait que ça avait un goût de sauvage. Hamish prit l'assiette comme si c'était le Saint Graal. Merci. Pour le faisan et pour l'information, fais attention, Hamish, dit-elle alors qu'il se dirigeait vers la porte. Lugs sur ses talons. L'immobilier, c'est parfois plus dangereux que la jalousie. Et Helen Murray a toujours eu besoin d'argent. Hamish sortit dans la nuit, l'assiette chaude contre sa poitrine. L'affaire venait de prendre une tournure beaucoup moins locale et beaucoup plus cynique. De l'argent. Beaucoup d'argent. De quoi acheter beaucoup de poison ou beaucoup de silence. Chapitre 9. L'héritage convoité. Hamish Macbeth resta un long moment assis dans l'obscurité de sa Land Rover, savourant les dernières bouchées du faisan aux morilles. Il partagea équitablement la fin du plat avec Lugs, qui engloutit la viande de luxe avec la même voracité que s'il s'agissait d'une vieille saucisse bon marché. « Profites-en, Lugs », murmura Hamish. « C'est sans doute le meilleur repas que nous ferons cette année. » L'information de Priscilla tournait en boucle dans son esprit. Un agent immobilier, une enveloppe, Helen Murray. L'image de la douce Hélène, victime perpétuelle, commençait à se fissurer pour laisser entrevoir quelque chose de plus calculateur. Il démarra le moteur et reprit la direction du cottage d'Hélène. Il était tard, près de 22 heures, mais à Loxdube F, les lumières s'éteignaient rarement quand un meurtre planait sur la communauté. En arrivant, il vit que la fenêtre du salon d'Hélène était encore éclairée. Il gara la voiture et s'approcha à pied, le gravier crissant sous ses bottes. Avant de frapper, il jeta un coup d'œil par la fenêtre entr'ouverte. Hélène était assise à sa table de cuisine. Devant elle, étalée sur la nappe en toile cirée, se trouvaient des billets de banque. Des liasses de billets de 50 livres, qu'elle comptait et recomptait avec une ferveur fébrile. Hamish frappa à la porte. Le bruit fit sursauter Hélène si violemment qu'elle renversa sa chaise. Il y eut un bruissement paniqué de papier, le son d'un tiroir qu'on claque, puis le silence. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « C'est Hamish. Hélène. Ouvre-moi. Nous devons parler de Monsieur Carter. » Un long moment s'écoula. Puis, le verrou glissa et la porte s'entr'ouvrit. Hélène avait le visage cireux, les yeux écarquillés par la terreur. « Je ne sais pas de qui vous parlez, mentit-elle malhabilement. Hamish entra sans attendre d'invitation, poussant doucement la porte. Il alla directement dans la cuisine et tira la chaise qu'elle avait relevée. « Assieds-toi, Hélène, et sors l'argent du tiroir. Priscilla Alberton Smythe t'a vu. Elle t'a vu avec l'agent immobilier de Glasgow au fond du jardin hier soir. » Hélène s'effondra sur la chaise, cachant son visage dans ses mains. « Ce n'est pas ce que vous croyez, Hamish. Je n'ai pas vendu Béatrice. Alors explique-moi, pourquoi cet homme te donnait-il de l'argent ?» Hélène releva la tête. Ses yeux étaient secs maintenant, brillants d'une détermination désespérée. C'était une avance. Monsieur Carter représente un groupe hôtelier. Ils veulent racheter le terrain de Béatrice pour construire un complexe de luxe avec vue sur le loch. Béatrice refusait de vendre. Elle refusait même de les écouter. Et toi, quel était ton rôle ? Carter m'a promis 10 000 livres. 10 000 livres, Hamish. C'est plus que ce que je gagne en 2 ans à frotter les parquets de cette sorcière. Tout ce que je devais faire, c'était la convaincre, lui glisser des brochures, lui dire à quel point l'argent l'aiderait pour ses vieux jours et laisser la porte du jardin ouverte pour qu'il puisse venir lui parler par hasard. Et hier soir, il est venu me donner la moitié de la somme pour prouver qu'il était sérieux. J'ai pris l'argent. J'en avais besoin. Ma toiture fuit, ma voiture est morte. Je voulais juste vivre dignement. Hamish la regarda avec une pitié mêlée de sévérité. C'est de la corruption, Hélène. Mais ce n'est pas un meurtre. Sauf si Béatrice a découvert le pot aux roses, elle ne savait rien.
jura Hélène. Elle a bu son thé, elle a mangé sa tartine, et je suis parti. Hamish se pencha en avant, plantant son regard dans celui de la femme. Tu as dit qu'elle avait mangé une tartine ? Tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle n'avait pris que du thé. Hélène blanchit. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme celle d'une carpe hors de l'eau. J'ai oublié. C'est un détail. Non, Hélène, ce n'est pas un détail. L'autopsie a trouvé une substance au citron dans son estomac. Maureen Calder a préparé une crème au citron empoisonné. Elle l'a perdue devant le portail. Hamish laissa les mots flotter dans l'air, lourds de sens. Tu as trouvé le petit pot, n'est-ce pas ? Tu l'as trouvé en arrivant ou en repartant ? Hélène se mit à trembler de tout son corps. Elle ne pleurait plus. Elle semblait prise de convulsions. Il était par terre, chuchota-t-elle, près du rhododendron, un petit pot de confiture avec un ruban. J'ai cru que c'était un cadeau oublié. Tu savais ce que c'était, Hélène. Tu connais les odeurs. Tu as travaillé dans ce jardin pendant 20 ans. Tu as senti l'aconie. Elle allait me renvoyer, hurla soudain Hélène, se levant d'un bond. Elle me l'a dit ce matin-là. Elle avait trouvé une trace de poussière sur la plainte. Elle a dit « Tu es finie, Hélène. Dehors à la fin du mois. Sans argent, sans référence. » Et Carter me donnait 10 000 livres si la vente se faisait. Mais la vente ne pouvait se faire que si ses héritiers vendaient. Alors tu as vu une opportunité. « J'ai vu la justice !» cracha Hélène, le visage déformé par la haine accumulée. Maureen avait fait le travail. Le pot était là, comme un signe du destin. J'ai juste ajouté une cuillère de cette crème dans son thé. Je lui ai dit que c'était une nouvelle confiture que j'avais achetée pour elle. Elle était gourmande, Hamish. Elle a tout avalé. Elle retomba sur sa chaise, épuisée. Je pensais que tout le monde accuserait Maureen. Elle est folle, tout le monde le sait. Et moi, j'aurais eu l'argent. J'aurais enfin été libre. Hamish se leva lentement. Il se sentait lourd, fatigué par la misère humaine. Tu as utilisé la haine de Maureen et l'argent de Carter pour commettre ton crime, Hélène. C'était malin, mais tu as fait une erreur. Une erreur ? La cuillère. Tu as remis la cuillère sur la table, mais tu l'as posé le manche vers l'extérieur. Comme on le fait pour servir quelqu'un, pas comme on le fait quand on a fini de manger. C'est ce détail qui m'a alerté dès le début. Béatrice n'aurait jamais fait ça. Hélène regarda ses mains de travailleuse qui avaient servi le thé et la mort. Je vais devoir t'emmener, Hélène. L'inspecteur Blair sera ravi. Il pourra dire qu'il a résolu l'affaire grâce à ses talents de déduction et tu pourras dire adieu à tes 10 000 livres. Hélène ne résista pas. Elle semblait vidée, comme une coquille vide. Hamish lui permit de prendre un manteau. Il appela le poste pour prévenir Jimmy Anderson. Alors qu'il la conduisait vers la voiture de police, sous le regard triste de Luggs, Hamish ne put s'empêcher de penser que le thé avait décidément un goût bien amer à l'ox-dauba, surtout quand il était infusé avec l'avidité et le désespoir. Il restait maintenant une dernière chose à faire. Boucler l'affaire avant que Blair ne vienne tout gâcher avec sa conférence de presse triomphale. Chapitre 10. Retour au calme. Le lendemain matin, le petit poste de police de Lockdoub ressemblait à une ruche bourdonnante. Si les abeilles avaient été remplacées par des policiers de Strathbane en uniforme et un inspecteur-chef gonflé d'orgueil, la pluie avait enfin cessé, laissant place à un ciel d'un bleu, pâle et fragile, comme une porcelaine lavée de toute souillure. L'inspecteur-chef Blair arpentait le bureau exigu de Hamish, un cigare bon marché coincé au coin des lèvres, bien que fumer y soit théoriquement interdit. Il rayonnait d'une satisfaction bruyante. « Je vous l'avais dit, Anderson !» tonna-t-il en tapant dans le dos de son adjoint qui grimaça. Il suffisait de mettre la pression. Une fois que j'ai pris les choses en main, cette Murray a craqué comme une branche sèche. Une affaire rondement menée. Hamish, assis à son bureau, remplissait docilement des formulaires en triple exemplaire. Il leva les yeux, affichant son expression la plus vacante. « C'est tout à fait exact, monsieur. Votre arrivée a été décisive. » Blair renifla, prenant le compliment pour argent comptant. « Bien sûr. Vous, Macbeth, vous étiez encore en train de courir après des histoires de pâtisserie et de braconniers. Si je n'avais pas ordonné l'arrestation immédiate, elle serait déjà en route pour le Brésil avec l'argent. » Hamish s'abstint de faire remarquer qu'Hélène Murray ne possédait même pas de passeport et que sa vieille voiture n'aurait pas dépassé la sortie du village, encore moins l'océan Atlantique. Il préférait laisser Blair savourer sa victoire. C'était le prix à payer pour retrouver la tranquillité. Hélène avait été emmenée à Strathbane à l'aube. Elle n'avait pas dit un mot, le regard fixe, perdue dans la contemplation d'une richesse qu'elle n'avait touchée que du bout des doigts. L'argent de la corruption avait été saisi.
Et avec le scandale qui éclaterait inévitablement, le projet immobilier du complexe de luxe était mort-né. Logdube resterait, pour un temps encore, ce petit village oublié du progrès et des promoteurs. Une fois la caravane de la police de Stradbane partie, laissant derrière elle une odeur de tabac froid et de gaz d'échappement, Hamish sortit sur le perron pour respirer un grand bol d'air pur. Nessie et Jessie Curry l'attendaient, postés stratégiquement de l'autre côté de la rue, feignant d'examiner l'étalage de l'épicerie. En voyant Hamish, elles traversèrent au pas de course. « Alors, Hamish, c'est fini ?» demanda Nessie, avide de détails. « C'est fini, Nessie. » Helen a avoué. « On le savait !» s'exclama Jessie en croisant les bras triomphalement. On a toujours dit qu'elle avait un regard fuyant. Et cette façon de frotter l'argenterie avec trop de vigueur, c'était suspect. « Et Maureen ?» demanda Nessie, baissant la voix. « On a vu la police chez elle hier soir. Elle est complice ?» Hamish hésita. Maureen avait fabriqué le poison, oui, mais elle avait renoncé. C'était sa maladresse et la malchance qui avaient mis l'arme entre les mains d'Hélène. Dénoncer Maureen signifierait un procès long, coûteux et incertain. Et Hamish savait que la peur qu'elle avait ressentie cette nuit-là serait une punition bien plus efficace que n'importe quelle amende. Maureen a été un témoin utile, dit-il soigneusement. Elle a aidé l'enquête. Mais je crois qu'elle a décidé de prendre une pause avec la pâtisserie, pour le bien de tous. Les jumelles échangèrent un regard déçu, mais elles acceptèrent l'explication. Tant qu'il y avait un coupable en prison, l'ordre moral du village était sauf. Plus tard dans l'après-midi, Hamish fit une dernière tournée. Il passa voir Ronald Spence. Le conseiller municipal était pâle et étrangement silencieux. La peur d'être impliqué dans une enquête pour meurtre avait agi comme une douche froide sur ses ambitions. Il promit à Hamish de s'occuper personnellement de la réfection du toit de l'église, une manière discrète d'acheter sa rédemption, et le silence du policier sur ses vieilles affaires de Glasgow. Angus MacDonald, quant à lui, avait déjà repris ses activités. Hamish l'aperçut de loin sur la colline, une paire de faisans pendus à la ceinture, mais il décida de regarder ailleurs. Après tout, un braconnier vivant valait mieux qu'un jardinier accusé à tort. Le soir venu, Hamish rentra enfin chez lui. La petite cuisine du poste de police retrouva son calme habituel. Le poêle ronronnait doucement, diffusant une chaleur bienfaisante qui chassait l'humidité des murs de pierre. Hamish remplit la gamelle de Lugs, qui mangea avec un bruit de succion enthousiaste, et déposa une soucoupe de lait pour Sonsi. La chatte sauvage descendit de son perchoir sur l'armoire, renifla le lait avec suspicion, puis daigna laper quelques gouttes, gardant un œil jaune fixé sur Hamish, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas domestiquée, juste accommodante. Hamish se prépara une tasse de café. Il avait, pour un temps indéterminé, perdu le goût du thé. Il s'assit dans son fauteuil usé, étendant ses longues jambes vers le feu. L'affaire était close. Béatrice Hume reposait en paix, ou du moins dans le silence, ses secrets enterrés avec elle. Helen Murray payerait pour son crime. Et la vie à Logdube reprendrait son cours, rythmée par les marées du loch et les ragots de l'épicerie. Il repensa à la phrase de Maureen « Je voulais juste qu'elle arrête de rire ». C'était souvent pour des choses aussi triviales que les gens tuaient. Pas pour des empires ou des diamants, mais pour une insulte, une haie mal taillée ou une cuillère de crème au citron. Lugs vint poser sa tête lourde sur le genou de Hamish et soupira un long soupir de contentement canin. « Tu as raison, Lugs, » dit Hamish en caressant les oreilles douces du chien. « Le monde est fou, mais tant que nous avons un toit, du feu et assez de café, nous pouvons survivre à tout, même à l'inspecteur Blair. » Il prit une gorgée de café brûlant et regarda par la fenêtre. Dehors, la nuit avait enveloppé le loch noir. Tout était calme, jusqu'au prochain meurtre. Yeux et profiter du silence,